Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du District de Nyon. Au sommaire de ce 12 septembre, une page tournée vers l'écologie. On en parlera notamment grâce au futur parc Pertan à Nyon. On recevra sur le plateau le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. On en parlera notamment au travers du Paléo. Et enfin, on montera jusqu'à Genolier du côté du Bois de Chêne pour revivre son inauguration. Pleine terre pour le futur parc Pertan à Nyon. La municipalité a dévoilé le futur parc de Nyon, le futur parc Pertan, un projet qui a été attendu depuis 60 ans. Lundi, la municipalité présentait les lauréats du mandat d'études Pleine terre et le dossier est donc choisi parmi les 9 groupes d'architectes, paysagistes, ingénieurs. Nous sommes allés à leur rencontre. Et nous sommes avec le groupe lauréat de ce mandat d'études parallèle avec un projet qui s'appelle Pleine terre, le but redessiner Pertan. Expliquez-nous quels sont les fondamentaux de ce projet intitulé Pleine terre. Alors en fait, ce qui était très important pour nous, c'était de pouvoir faire parler le lieu, faire s'exprimer cette terre qui était déjà présente avant qu'il y ait un parking et de la faire s'exprimer en fonction de ce qu'il y avait. Donc au niveau de ce parc, on voit qu'on a organisé le projet autour du pré-Pertan. C'est une surface de liberté, un champ qu'on redonne à la population de Nyon et sur laquelle va pouvoir se développer plusieurs bois. 3 bois basés sur des structures arborées existantes, des platanes existants qu'on vient pour amplifier, pour faire des résonances et faire des ambiances différentes. Voilà, 3 bois qui enserrent donc cette place Pertan avec une salle communale entièrement revue, réouverte justement sur ce Pertan. Il y a des questions de flux de circulation qui interviennent puisqu'il y aura un parking avec un centre commercial sur le sud de cette place. Comment allez-vous faire justement circuler les véhicules autour de ce nouveau projet ? En fait, l'idée, c'était de vraiment tranquilliser les différents espaces qui seront circulés avec un aménagement. Donc l'idée, c'est pas d'empêcher les uns ou les autres, utilisateurs, voitures, bus, piétons, trottinettes, rollers de circuler, mais de plutôt voir comment on peut tranquilliser à travers l'aménagement pour que ça soit accessible et agréable pour tous. Donc un parking qui est sur le sud, avec une entrée sur le sud, et puis deux ensembles, en gros, architecturaux, un qui reprend des commerces, et puis un autre, de nouveau, sur le sud, qui reprend plutôt les équipements communaux. Oui, donc sur le sud, nous avons plutôt la bibliothèque, ludothèque, médiathèque, qui sont sous forme de pavillons dans le parc. C'est des bâtiments en fait qui sont discrets, qui laissent la place à la ville historique, à l'arrière-plan, qui laissent de grandes transparences aux bâtiments. C'est des bâtiments de bois qui sont posés en fait sur un contrefort qui contient des commerces et des équipements publics. Alors justement, on peut voir ces contreforts, ça reprend en fait le petit Pertan qui disparaît pour élargir la voie et justement ces flux de circulation. Oui, exactement. Le petit Pertan actuel est repris et retravaillé comme de grands accès qui vont mener au parc Pertan et qui vont contenir justement ces différentes infrastructures publiques, à savoir des commerces, supermarchés et des accès au parking. Donc on voit qu'en fait on a une belle ouverture du mur, enfin du futur mur de Pertan sur la place Saint-Jean. Alors il faut préciser que le projet, ce projet s'arrête à peu près à la salle communale. Vous n'avez pas encore touché le quartier Pertan-Hustory. La rue des Marchandises peut être aussi pareil, une place qui s'appellerait la place des Arts. Et puis le cours Pertan ici, en fait il serait interdit à la circulation. Ce sont là encore les deux grosses phases de ce projet. Alors en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir des aménagements qui restent polyvalents, sur lesquels il y a encore un degré de modification qui sera possible, qui sera entrepris. C'est aussi des aménagements qui peuvent se faire par étapes. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir redonner un parvis entre la salle communale, qui est un magnifique patrimoine aujourd'hui, et de faire dialoguer avec le bâtiment des Faves dans lequel il y a des expositions qui se passent. Et puis de voir après, de faire laisser le temps aussi, de voir les projets, les opportunités pour voir à quel moment on pourra dessiner cette place, cette esplanade des marchandises et de voir comment elle va pouvoir s'intégrer avec l'Hulot History ultérieurement.
Voilà, ça c'est la vision générale et puis on peut encore faire des coutures sur ce projet. Pleine Terre, c'est un projet qui est prévu pour être réalisé à quelle aune? À quelle aune? Au niveau temporel, vous dites? Alors au niveau temporel, donc ça dépend encore. Donc on arrive maintenant dans le projet, donc on n'a pas forcément d'éléments très clairs sur la temporalité du projet, mais ce sera fait avec la ville de Nyon et ses différentes autorités. Voilà. En résumé, au sous-sol, un parking enterré de 450 places ainsi qu'un supermarché. En surface, un parc bordé de 3 bois ainsi que 2 constructions, l'une dédiée au commerce et l'autre aux équipements de la ville. On en parle avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. Bonjour. Bonjour. En termes de calendrier, quels sont vos objectifs? L'objectif premier, c'est de creuser ce parking en 2021. Et puis, une fois que cette opération a été faite, on pourra lancer la création du parc Pertan, donc toute la verdure, la partie du parc vraiment proprement dit. Et puis, on espère terminer en 2027-2028. En 2 mots, qu'est-ce qui vous a convaincu dans le projet Pleine Terre? Je crois que c'était vraiment l'ouverture de ce projet par rapport à certains autres qui étaient plus refermés sur la place. Là, vraiment, on avait une ouverture. Toute la partie aussi de création de ces 3 bois qui donnait une ambiance assez particulière pour le centre de la ville. Et puis, la partie, je dirais, commerciale avec ce marché qui nous permet justement d'attirer, de compléter cette boucle des adresses qui correspond au cœur de ville. On y reviendra tout à l'heure. Concernant le financement, vous avez annoncé qu'il s'agit d'une opération neutre pour la ville. Donc, comment est-ce que vous allez financer ce projet? C'est l'objectif, c'est que ça soit neutre pour la ville. Donc, on va travailler par des DDP. Donc, on va octroyer en fait une location du terrain à des partenaires privés. Et en contrepartie, en fait, on va leur demander de nous créer soit le parc, soit les équipements publics. Pour l'instant, le seul montant que vous avez articulé, c'est celui du parc qui coûterait 8 millions de francs. On connaît le contexte économique difficile dans lequel est la ville de Nyon, avec des coupes budgétaires et restrictives. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux finalement pour la ville d'investir et d'avoir un retour direct plutôt que de choisir un partenariat public et privé? Le partenariat public-privé, il a l'avantage, c'est qu'on peut, ça nous permet d'avoir des liquidités, en fait, ou de créer en tout cas des infrastructures sans devoir débourser de l'argent, sans augmenter le plafond d'endettement de la ville ou sans faire directement d'investissement sur le budget. Mais toujours concernant, voilà, vous avez parlé tout à l'heure notamment de la boucle des adresses qui a été gardée, mais du côté du volet logement, là, vous avez laissé tomber. Pourquoi ? Alors, le logement, c'était surtout pour une question d'équilibre financier, où les premières études qu'on avait faites, il nous semblait qu'il fallait des rentabilités financières justement pour payer le reste des infrastructures. Et puis, durant l'établissement du cahier des charges, et puis suite aux discussions aussi qu'on a eues avec le conseil communal, on s'est aperçu qu'on pouvait faire sans. Et c'est justement tout le travail qu'on doit faire maintenant, c'est d'avoir cette rentrée financière par le moyen des DDP et plus par le logement. Le logement à Pertan n'était pas un objectif de densification ou de création de logements, mais plutôt une question d'équilibre financier. Et rendre finalement le parc oignonné. Concernant le parking, 450 places enterrées, autrement dit 50 places de plus. À Nyon, certains estiment déjà que ce chiffre sera rapidement insuffisant. Donc pourquoi avoir finalement proposé uniquement, j'ai envie de dire, 450 places ? Alors, il y a 2 aspects pour ça. Le premier, c'est qu'on a une extension future du parking, donc qui sera Usterie, Pertan-Usterie, où là, il y a une possibilité d'augmenter la capacité du parking par la même entrée du parking souterrain. Et puis, l'objectif pour nous, c'est effectivement de compenser en fait les places actuelles, qui sont les 400 places en surface. Et puis, on sait aussi que la mobilité, elle évolue, donc on ne sait pas ce que sera la mobilité dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est une deuxième étape pour nous que d'étendre ce parking. Et puis, surtout, on a des questions aussi d'accès au centre-ville. Vous connaissez la situation. Je dirais la clé de voûte de la circulation et des problèmes de parking à Nyon, c'est la RDU, sur laquelle la municipalité est en train toujours de travailler pour permettre en fait ces accès au centre-ville ainsi que l'élargissement du tunnel de l'Étra, mais qui sera dans une deuxième étape. Donc, c'est une deuxième étape de parking avec une deuxième étape aussi de circulation. Mais comment finalement combiner ce projet à la RDU, vous le dites, la route de distribution urbaine, puisqu'on sait que l'un de vos objectifs avec ce projet, c'est finalement de tranquilliser les rues avec un espace, une zone 30 notamment. Donc comment est-ce qu'on combine les deux ? Alors, c'est justement le développement, la création de cette RDU qui nous permettra de diminuer le trafic de transit au centre-ville, parce que maintenant, le seul passage, c'est effectivement la rue de la Gare et les alentours de la place Pertan. Donc, la RDU reste un élément important. Et puis ensuite, alors, ça nous permettra de retravailler, de rediscuter le centre-ville et de tranquilliser. Donc, ce sera aussi une deuxième étape. Je pense que la première partie, c'est le parc Pertan. Et puis, la tranquillisation des rues, le centre-ville piéton, ça sera une deuxième étape qui viendra aussi avec l'adaptation des voiries.
Tout autre sujet, mais qui vous concerne aussi en tant que municipal en charge de l'urbanisme, le référendum sur le plan d'affectation de la Ceuta. Les opposants ont jusqu'au 11 octobre pour récolter les signatures nécessaires. Le PS, le PLR et les Verts croient à ce projet, une alliance pourtant surprenante. Maurice Gué. Non, je ne crois pas. Le rôle du conseil communal et des politiques, c'est aussi d'apporter des projets pour le bien de la population. Je pense que ces partis-là et ces personnes ont compris le grand intérêt de ce plan de quartier qui change effectivement un petit peu la vision qu'on pourra avoir de cet endroit, mais qui sera un peu comme le parc Pertan aussi, un espace de vie et de qualité avec une arborisation aussi. On l'a vu sur les images de synthèse aussi qui sera particulière. De leur côté, les opposants craignent perdre une surface verte et végétalisée. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, on ne va pas la perdre, elle sera convertie de manière différente. Et puis, je crois qu'on peut se rendre compte, si vous passez un peu dans le quartier de la Ceuta ou d'autres endroits où il y a des tours, il y a de l'espace vert, mais il y a très peu de vie sociale. Et ce qu'on essaie de créer par de l'urbanisme en îlot, c'est une appropriation en fait, de la population sur ces zones vertes, et pas seulement de la verdure ou du gazon pour du gazon. C'est vraiment un esprit social qu'on essaie de donner, que les habitants s'approprient leur quartier. Et c'est ce qu'est le but recherché avec ce nouveau quartier de la Ceuta. Maurice Gué, municipal en charge de l'urbanisme, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Merci. Autre référendum, mercredi soir, NRTV et nos confrères de la Côte organisaient un débat public sur l'extension de l'horaire des commerces à Nyon le samedi. Avant la votation communale du 22 septembre, partisans et opposants ont croisé le fer du côté de la salle du Conseil dans un débat animé. Les réactions à l'issue du débat avec Florian Cavalieri. Je pense qu'il n'y a pas eu d'accord. Comment il était ce débat vu de l'estrade ? Vu de l'estrade, on va dire animé, non, je pense qu'il y avait vraiment deux parties pris, on va dire parties prenantes. Et je pense que c'était très bien d'avoir les quatre profils finalement, deux politiciens, un municipal, un conseiller communal, pour cet aspect un peu plus en dehors de la convention collective de travail qui a quand même occupé beaucoup les débats entre UNIA et la SIC. On a beaucoup parlé de la CCT, finalement très peu de cette heure d'ouverture en plus. Justement, je trouve ça un peu dommage parce que là, le problème, il est surtout économique et là, on l'amène dans un débat politique, alors que là, on est en train de parler de la survie de nos commerces et la préservation des emplois de nos employés. Le personnel de vente sont des êtres humains, sont des personnes qui ont des attentes, sont des personnes qui vivent aujourd'hui des conditions de travail extrêmement compliquées dans cette branche professionnelle et c'est de eux qu'on parle. Le syndicat UNIA est juste une entité qui représente ces personnes et je crois qu'il faut penser que derrière, il y a des visages, il y a des personnes qui travaillent dans des magasins. Dans 2 ans, je vais à la retraite. Donc si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Vous voyez, le débat d'aujourd'hui, nous, on est des victimes. Vous voyez, on ne se préoccupe pas de nous, de nos familles. Non, ça ne les concerne pas. J'ai le cœur qui bat parce qu'en fait, on a des spécialistes du commerce du détail. Moi, j'ai plus de 38 ans dans le commerce. Donc, j'ai un vécu et je vois ce qui se passe à Nyon depuis 18 ans. Il faut viser sur la qualité, pas uniquement sur le prix. Et les heures d'ouverture, on oublie, on sait que les centres commerciaux, on a des échos, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat ? Ce débat, normalement, il ne devrait pas avoir lieu parce qu'on mélange des choses qui sont, à mon avis, incompatibles. Le discours était totalement faussé parce qu'en fait, il s'agissait uniquement d'une convention collective de travail qui n'avait pas, soi-disant, abouti. Et finalement, cette heure supplémentaire, soi-disant, mais enfin, on va dire, la prolongation d'horaire n'était qu'un prétexte pour faire revenir les gens à la table de la négociation. Moi, je ne suis pas d'un camp ou d'un autre. Je trouve qu'une convention collective, c'est très bien. C'est nécessaire pour cette branche, mais en même temps, je trouve qu'il faut donner la possibilité aux commerçants nyonnais de se battre à armes égales avec les centres commerciaux qui sont dans la périphérie. Donc voilà, le rôle de l'autorité, c'est de veiller à l'intérêt supérieur de la ville, en l'occurrence un dynamisme économique, et puis autant que possible de favoriser le dialogue entre les gens. Et si vous avez rattrapé cet événement, l'occasion de vous rattraper justement en fin de journal avec notre débat et Marisa Benedetto, présidente de la SIC Nyon, et Yves Deferrard, secrétaire régional du Niavo. Après 2 ans de travaux, la restauration de la ferme Château du Bois de Chêne est terminée. Des espaces à vocation d'hébergement, d'accueil, mais aussi d'échange, ainsi que 2 appartements pour les intendants du site ont été créés. Petit tour du propriétaire en compagnie de notre invité, Georges Richard, président de la Fondation du Bois de Chêne. Bonjour. Bonjour. Cette inauguration, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous tout d'abord ?
Pour nous, l'aboutissement, c'est une étape très importante dans tout le projet, puisque le projet a commencé les premières discussions au sein de la commune de Genolier, c'était en 2009. Et puis plus concrètement avec des ateliers participatifs, avec les collectivités publiques, les associations proches de nature, on a commencé à préparer des ateliers et de regarder qu'est-ce qu'on allait faire pour le futur. Et ensuite, la création de la fondation en 2014, une convention de réserve en 2015. Et après, c'était la recherche de fonds. Qu'est-ce qu'on allait faire de la ferme? Parce que dans les premiers débats, on était d'accord pour continuer à la biodiversité au bois de chêne. Mais disons, la ferme château était en quelque sorte un petit peu la patate chaude que ne voulait pas le canton. Donc pour nous, on a travaillé très dur pour arriver à ce projet. Et surtout pour trouver le financement. Et maintenant, l'inauguration, c'est une étape vraiment importante. Mais c'est qu'une étape intermédiaire, puisqu'ensuite, on va continuer à s'occuper, bien entendu, de la nature. On parlera du futur d'ici quelques instants, si vous le voulez bien, donc une étape intermédiaire. Mais pour vous, quels étaient les enjeux majeurs durant cette phase de travaux, tout d'abord? C'était surtout de définir en fait, le type de restauration, qui était une restauration douce. On a eu la chance de s'appuyer sur M. Nicolas Delachaux, architecte, qui avait déjà des expériences assez importantes par rapport à ce genre d'exercice. Donc pour nous, c'était un plus pour notre dossier. Mais bien entendu, tout au cours des discussions, tout au cours des travaux, il y a chaque fois eu des discussions. Qu'est-ce qu'on fait ne fait pas, et aussi qu'est-ce qu'on peut se payer. On voit justement des images de l'avant et après. Quand vous voyez ces vieilles images, qu'est-ce que ça évoque chez vous? On n'a pas l'impression qu'il y a eu autant de travaux à faire, parce qu'on est parti vraiment de tout en bas. Et ouais, c'est vraiment un plaisir de voir la réalisation finale. En termes de financement, 5,5 millions de francs, plusieurs donateurs, vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure en images, mais encore 150 000 francs à trouver, vous nous avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la conscience écologique qui se réveille peu à peu est finalement un élément fédérateur au développement et au soutien du bois de chêne? Certainement que c'est un élément porteur. On va dire, on parle beaucoup, actuellement d'écologie, de climat, toutes ces choses-là sont des éléments qui sont favorables à notre projet, bien entendu. Mais disons, au début, à un certain moment, on avait quelques difficultés à expliquer en fait, qu'on allait restaurer un bâti pour un montant assez conséquent, malgré ces 7000 m3. C'était surtout, bien sûr, les gens, ils préfèrent payer pour des plantations, payer pour un jardin potager, peut-être que payer pour la toiture qui est à restaurer. Le jardin potager qui pourtant y est, on en parlera tout à l'heure avec les intendants, mais parlons justement de ce futur du bois de chêne, avec ce nouvel aménagement justement, quel est le futur du bois de chêne et de cette ferme? C'est-à-dire le futur, en fait, c'est déjà aussi également un passé, parce qu'en fait, ça fait déjà 2 ans qu'on a des entretiens, des ateliers, des discussions avec la division de l'environnement au niveau du canton pour établir un plan de gestion disons, qui est en cours, donc avec les communes voisines de Vic et de Coinsin. Et disons, ça devrait se concrétiser en 2020. C'est un travail de longue haleine. Et après, c'est clair, il y aura enquête publique. Éventuellement, ça peut durer encore un petit peu. Mais à part ceci, on a mis en place, de nouveau, avec les services du canton, on a mis en place la commission de gestion de la Fondation du bois de chêne, un plan de gestion pour les 10 prochaines années. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire dans le bois de chêne à différents endroits. Mais nous attendons pour vous donner peut-être plus d'explications, on va dire techniques. Mais c'est, disons, qu'est-ce qu'on fait dans les 10 prochaines années. C'est une plateforme de travail. Et également, ce qui est très important, c'est après de dire qui fait quoi et qui finance. Parce que pour nous, on est un petit peu à l'ancienne, mais je veux dire, on essaye de ne pas déclencher des travaux qu'on ne peut pas financer. Mais des jeunes pourtant arrivent, c'est les intendants, on va leur donner la parole d'ici quelques instants. Georges Richard, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Je vous en prie. Retour à l'inauguration officielle de la semaine dernière, de nombreuses personnalités étaient présentes. Florian Cavalieri y était également. La semaine dernière avait lieu l'inauguration de la ferme Château du Bois de Chêne. Après 2 années de travaux, ce bâtiment classé d'importance régionale au recensement des monuments historiques de l'État de Vaud peut être livré à ses utilisateurs. C'est un jour extrêmement important parce qu'après 2 ans de travaux, on arrive là devant, pour nous c'est un petit chef-d'œuvre, on s'y est donné corps et âme. Et pour les gens qui ont la chance de voir le diaporama, on peut voir l'évolution qu'il y a eu. Et parmi les officiels qui se sont
pressés à cette inauguration, 2 conseillers d'État, Jacqueline de Quattro, chef du département du territoire et de l'environnement. Dans notre canton, nous avons des sites extraordinaires, à la fois naturels, mais aussi du point de vue du patrimoine. L'un devant aller avec l'autre. Et le bois de chêne conjugue ces 2 aspects-là. Et Pascal Broulis, qui a troqué sa casquette de chef des finances contre celle du patrimoine bâti et archéologie. Le canton a mis 500 000 francs dans l'aventure. Ce bâtiment est classé et donc on le suit. On suit le travail des architectes, des ingénieurs qui travaillent sur du patrimoine historique. Donc voilà, c'est à ces titres-là, en tant que chef du patrimoine bâti, que je représente le gouvernement vaudois. Mais aussi des représentants des donateurs privés comme la fondation Mava pour la nature, créée par le petit-fils du fondateur du laboratoire pharmaceutique Hoffmann-La Roche, une fondation qui a mis 2 millions de francs. Nous pensons que de soutenir les enfants à construire un lien avec la nature, pour voir comment la nature nous impacte, comment ça, le rôle fondamental que ça joue dans nos vies, dans l'économie, dans notre bien-être, se construit depuis un très bas âge. Et ce projet ici au Bois de Chêne nous permet à faire ça. Le coût total de cette rénovation est d'un peu plus de 5,5 millions de francs, un budget couvert par des collectivités publiques, des fondations et des donateurs privés, même s'il reste encore 150 000 francs à trouver pour la fondation qui chapeaute ce projet. On va continuer, maintenant on s'occupera un petit peu moins du bâti puisqu'il sera restauré, mais c'est de voir éventuellement aussi de trouver des moyens quand même pour assurer un financement. Le budget annuel se monte à peu près à 100 000 francs, donc il faut trouver des ressources. Donc il y a un petit peu tout ça, mais c'est surtout de continuer avec la partie nature. Le peu d'interventions commises au fil du temps ont permis à l'architecte du projet de mener une restauration dite douce et de conserver la substance historique du bâti. La ferme Château du Bois de Chêne, c'est une perle au milieu d'un océan de verdure. C'est une opération qui a duré presque 10 ans pour nous, 9 ans. Donc évidemment, c'est un plaisir de pouvoir accueillir tout le monde ici aujourd'hui. Le chantier est terminé, le bâtiment est habité, il va de plus en plus être utilisé, puis on se réjouit surtout de voir de quelle manière il va vivre avec toutes les activités qui sont possibles ici dans ce magnifique site. À l'intérieur, ces nouveaux espaces réaménagés permettront de mener à bien la mission de recherche, d'accueil et d'information de la Fondation, sous l'œil expert de 2 intendants qui logent sur place. Les intendants du Bois de Chêne, c'est le rôle et le métier de nos 2 invités, Charline Doja et Damien Juat. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors je crois, Damien, je vais commencer avec vous, que pour vous c'était le métier de rêve. Pourquoi ? Tout à fait. Moi j'ai grandi à Genelier, donc enfant de la commune. Plus précisément, en fait, j'ai grandi vraiment à proximité du Bois de Chêne. Et du coup, depuis mon enfance, j'étais dans ce bois que j'ai pu suivre pendant plusieurs années. Et du coup, c'était vraiment un plaisir actuellement de pouvoir y habiter et travailler également. Charline, vous, est-ce que le Bois de Chêne il faisait partie de votre quotidien ? Alors, je dirais pas mon quotidien. C'est vrai que je connaissais le Bois de Chêne parce que j'habitais à Nyon pendant 4 ans et donc j'allais me balader, aller courir là-bas. Mais aussi, en fait, pendant mes études, comme c'est quand même un cadre exceptionnel de biodiversité ou autre, il y avait pas mal... voilà, c'est un sujet d'études à l'université, donc j'y suis allée aussi pour les études. Mais je connaissais moins que Damien avant d'y habiter. Qu'est-ce qui vous attire dans le Bois de Chêne de manière plus personnelle ? Personnelle, c'est l'âme du Bois de Chêne. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est vrai que c'est... Il y a, justement, il y a plein de milieux naturels très différents, entre sec, humide, la forêt intégrale, la réserve intégrale qui est très particulière. Il y a une émotion, une âme derrière qui donne envie. 20% chacun pour ce rôle d'intendant. Damien Juat, vous êtes en poste depuis le 1er mars et vous y logez depuis le 1er avril. En quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous décrire votre cahier des charges ? Alors oui, donc il y a toute une partie en fait d'accueil du public, donc plus orientée au niveau de la ferme, du bâti, lors de manifestations, lors de classes qui sont aussi présents sur le site. Et puis une autre partie qui est plus orientée sur la réserve naturelle, avec différentes tâches et travaux d'entretien, tout ce qui est par rapport notamment aux plantes exotiques envahissantes, l'arrachage de ces plantes exotiques envahissantes. Charline, vous y êtes depuis le 1er juin. Quand on dort, quand on vit, quand on mange finalement au Bois de Chêne, à quoi ressemble votre quotidien ? Alors c'est vrai que ça change beaucoup de notre quotidien d'avant parce que pour certaines personnes, on est un peu coupé de tout parce que les gens ils viennent là se balader le week-end, mais nous, c'est vrai qu'on habite là, on dort là-bas, mais
en fait, on est très bien placé parce qu'on est dans la nature, paisible, et en fait, on n'est vraiment pas très loin après de, on va dire, des grandes villes, quoi. J'ai une question qui satisfera ma curiosité personnelle, mais finalement, quand on dort au bois de chêne, est-ce qu'on vit aussi de manière écolo? Par exemple, le lave-vaisselle, qu'est-ce que vous en faites? Vous l'utilisez? Oui, je dirais que c'est un tout en fait de vivre dans un lieu comme celui-ci. Il y a différents aspects aussi simplement pratiques. Toutes les eaux usées sont filtrées sur place par lombricompostage. Donc il y a certaines normes qu'on doit respecter pour que cette station d'épuration puisse fonctionner de manière correcte. Donc oui, c'est plus qu'une manière d'utiliser, c'est un tout. Est-ce que ça a impacté votre quotidien, Charline, par exemple? Est-ce que vous aviez déjà cette conscience écologique ou vous avez dû peut-être adapter vos gestes du quotidien? Alors, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on avait déjà quelques habitudes comme ça par rapport, bon, on n'avait pas de lave-vaisselle avant, mais par rapport à des produits naturels, d'entretien, voilà, pour la maison, tout ça. Donc, pas beaucoup de différence pour nous dans ce cadre-là, mais c'est vrai que toute la réflexion avec les lombricompostages, c'est très intéressant. Donc, c'est vrai qu'on s'y est mis aussi dans la réflexion, parce qu'il y a aussi des amis qui viennent à la maison et c'est bien de les conseiller aussi sur qu'est-ce qu'il faut ou ne faut pas utiliser. Votre rôle, c'est aussi de conseiller non seulement les amis, mais finalement le public. Damien, vous êtes jeune, 27 ans, vous connaissez les moindres recoins de ce lieu, puisque c'était votre terrain de jeu, vous nous disiez tout à l'heure. Quel est le message que vous souhaitez faire passer justement au public ? Qu'on est vraiment dans un site naturel d'exception, donc surtout de le préserver, de prendre conscience de cette chance que tout promeneur a de découvrir ce site, et puis d'être attentif et observateur par rapport à cette nature. On sait que vous proposerez également des animations, tout n'est pas encore décidé, Charline, mais quels sont peut-être vos objectifs, vos envies? Comment vous avez envie de faire découvrir ce bois de chêne au public? Alors c'est vrai que niveau animation, il y a déjà beaucoup d'animations qui sont faites par le parc Jura vaudois, et puis aussi l'association du bois de chêne qui propose en fait déjà maintenant beaucoup d'animations. Donc nous, ça sera encore à clarifier, mais si on propose des animations, c'est des animations qui sont complémentaires à ce qu'eux ils font. Donc peut-être, voilà, on discutait peut-être au potager ou voilà, des activités nature, mais pas forcément voilà, au bois de chêne même dans la forêt. Et on vient de voir justement des images de l'intérieur de cette ferme. Est-ce que c'était pour vous, Damien, aussi la maison de vos rêves? Oui, tout à fait. Et je dirais, c'est vrai qu'ayant connu la ferme avant restauration, puis après restauration, on a vraiment je dirais, bonifié toute cette magnifique ferme pour les années futures, les siècles futurs. Damien Juhat, Charline Doja, merci d'avoir été avec nous et puis longue vie au bois de chêne. Merci à vous. Pour 2020, Paléo part à la conquête du Nord. La 45e édition fera l'objet de changements d'envergure, marquant un tournant dans l'histoire du festival. En prévision de l'installation du dépôt du train Nyon-Saint-Cergue sur son terrain, l'organisation s'est penchée de longs mois sur un nouvel aménagement. On vous en dévoile les contours avec Stéphane Piton. On agrandit, on se déplace un petit peu côté Jura. Alors, ça a des incidences sur les scènes. Le but, c'est de tourner autour de la grande scène qui est finalement l'axe principal de cette implantation de Paléo. Bien évidemment, l'axe majeur, c'est la grande scène, d'une capacité définie par la géographie, et puis de déplacer ou de reconstruire une nouvelle scène, donc de remplacer la scène des Arches par une scène qu'on appelle la scène B aujourd'hui, d'une plus grande capacité. Alors effectivement, il y a la scène des Arches qui disparaît, celle du détour aussi. La scène des Arches devient la scène B et là, il faudra trouver encore un nom à cette scène. Une scène avec une capacité augmentée, on passe de à peu près 10 000 personnes à une jauge maximale de 15 000 personnes. Oui, c'est ça, c'est de pouvoir faire des concerts sur cette scène qu'on va appeler scène B. Les spectateurs vont pouvoir voter prochainement sur le nom de cette scène et on va mettre à profit la créativité de nos spectateurs. Et on espère avoir des concerts de 5 000 à 15 000, 17 000 spectateurs dans ce nouvel espace. Autre changement, l'implantation du chapiteau qui change finalement d'orientation et qui se trouve sur l'extérieur du festival.
Alors tu fais référence du chapiteau du Dôme au village du monde et l'idée c'est d'inverser l'entrée du village du monde avec la scène du Dôme dans une volonté de fluidifier et donner un meilleur accès aux spectateurs dans ce quartier qui est le village du monde et donner une meilleure facilité aussi d'accès aux productions scéniques. On en arrive au cœur finalement de ces changements, c'est aussi l'espace d'accueil, un nouvel espace d'accueil qui va se trouver à côté de l'entrée qui elle ne change pas. Alors l'entrée, on peut parler d'une vieille ville, autour de la fontaine, ça fait 30 ans que cette fontaine existe, que l'entrée est au même endroit. Ça ne va pas bouger. On va un peu dépoussiérer cette entrée et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de place pour circuler. Qu'est-ce qui va se passer dans ce nouvel espace-là? Il y a une scène, une nouvelle scène qui va être prévue. Ah, tu fais référence à l'espace thématique, alors c'est une surprise pour vous, mais c'est aussi une surprise pour nous parce qu'on n'est pas encore au point sur ce qu'on va faire. Le festival, c'est dans 10 mois, donc on a encore le temps de courger sur cet espace thématique, sur les couleurs, sur les odeurs et sur le son qu'on veut y mettre. On va demander à Michel Muller peut-être nous expliquer un petit peu plus ce qu'il pourrait avoir dans ce nouvel espace. Vous êtes la responsable de la communication du Paléo. Bah là, comme Stéphane l'a dit, on est en train de travailler sur un projet, sur un concept d'espace thématique. Donc, je dirais que la thématique, on va la communiquer dans un deuxième temps, une fois qu'on l'aura mise en place, une fois qu'on aura bien travaillé. Mais ce sera un univers musical, possiblement. Donc, ça, on ne peut pas encore trop aller dans les détails parce que c'est encore en cours d'élaboration. D'accord, je pense que vous avez quand même quelques pistes à un an de cette nouvelle édition 2020. Tous ces changements ont un coût, un investissement de plusieurs centaines de milliers de francs, mais le Paléo se veut rassurant, il n'y aura pas d'augmentation sur le prix des billets. Non, alors effectivement, il n'y aura pas d'impact sur le festivalier, le prix du billet ne va pas augmenter. On va pouvoir proposer un festival qui est plus grand, qui est plus beau, qui est réaménagé, mais par contre, le prix du billet ne va pas augmenter. Et puis, il n'y aura pas plus de festivaliers. Vous gagnez 10%, les espaces seront plus grands devant les scènes, mais vous ne voulez pas augmenter justement ce nombre de festivaliers. Alors exactement, comme l'a dit Stéphane un petit peu plus tôt, on a une capacité qui ne va pas évoluer alors que le terrain grandit, donc ce sera plus confortable pour le festivalier. Et puis c'est un choix aussi qu'on a fait qui est lié à cette capacité de la grande scène, c'est-à-dire qu'on part du principe que tous les festivaliers devraient pouvoir être réunis devant la grande scène pour assister à un concert fédérateur. Donc, si on augmente la capacité, ce sera plus possible. Donc, on reste à une capacité telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, cette implantation vous permet d'avoir plusieurs concerts, notamment cette scène B, peut-être en parallèle de la grande scène, avec même une augmentation de concerts sur cette scène. Alors tout à fait, on va rester sur le concept de 2 concerts qui jouent en même temps, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et puis ça permettra effectivement, les nouveaux aménagements permettront aussi de fluidifier les accès en termes de scène. Et ce sera, je pense, un bel avantage pour le festivalier de pouvoir profiter de ces nouveaux aménagements, de ces nouvelles scènes, et puis sans qu'il y ait d'interférences non plus, parce que les interférences sonores ont été réfléchies aussi en termes d'aménagement et d'urbanisme, ce qui fait que on se réjouit d'accueillir tous ces festivaliers en juillet l'été prochain. L'occasion pour le Paléo de réaffirmer sa volonté et son implication en matière de durabilité. Le festival s'engage à réduire ses émissions de CO2 de 25% d'ici la 50e édition. Pour la prochaine édition, un système de vaisselle consignée sera notamment mis en place. On n'est pas les premiers à le faire, mais à l'échelle de Paléo, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir tenté un truc pareil parce qu'il y a environ 130 stands qui proposent de la nourriture, toutes différentes, des plats différents, dans des contenants différents. Et puis c'est clair, on ne va pas faire une assiette unique pour l'ensemble de ces plats. On ne met pas une soupe et un plat taille dans le même contenant. Donc l'enjeu, c'est de réussir à faire cette vaisselle en gardant finalement la qualité de l'offre. Ça doit donner envie de manger encore. Donc, voilà. Mais concrètement, comment ça se passe? On sait que les gobelets, c'est déjà compliqué à laver, à réutiliser. La vaisselle, notamment pour tout ce qui est nourriture, c'est encore plus compliqué. Il va y avoir un système de consigne, on ramène son plateau. Comment ça se passe? Alors, comme pour les gobelets, il y aura un système de consigne, c'est-à-dire quand on achètera sa nourriture, on payera aussi une consigne pour l'assiette, les couverts, on est en train d'étudier ça. Puis après, évidemment, on ne va pas demander aux gens de retraverser le terrain pour ramener leur assiette dans un stand. En plus, les stands ne sont pas équipés pour gérer le sale, comme on dit. Donc on va créer un peu partout sur le terrain des points de consigne où les gens pourront ramener tout type de vaisselle, mais aussi leurs gobelets, voire leurs déchets organiques, ce qu'on appelle les lavures, ce qui reste dans l'assiette, etc. On est en train de travailler sur ça. Tout sera consigné, du couteau en plastique à l'assiette, ou il y aura des exceptions? Dans l'idéal, ce sera ça.
Maintenant, il faut qu'on étudie stand par stand les possibilités pour voir si on arrive. On n'est pas certain que tout du premier coup, 100% de la vaisselle soit consigné et lavé, mais c'est l'objectif, ouais. Et on termine le voyage avec le petit train rouge du Nyon-Saint-Cergue et cette brève information. Les travaux de construction du futur dépôt, atelier ferroviaire et centre administratif de Trélay débuteront le 17 septembre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.